suis bien embêté là. On vient de passer en agile. Dans mon équipe, on a des analystes. Ils traduisent les besoins en définition technique, mais on ne sait pas trop quoi faire de leurs tâches. Est-ce qu'on les met dans le board du sprint? Est-ce qu'on estime ces tâches? Comment faire? Scrum Life, à l'aide! Oh, très bonne question, hein. On se retrouve souvent dans ce genre de situation après une transformation agile. Et dans cette vidéo, on t'explique quoi faire. D'ailleurs, Constantin, j'ai l'impression que cette question, elle s'applique également à d'autres rôles et d'autres activités que l'analyste, non? Ah, par exemple, on a le même souci avec le designer, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis d'accord, et justement, on va voir dans la vidéo que les réponses qu'on donne s'appliquent à d'autres experts, et le cas du designer est un très bon exemple. Et cette question de l'analyste, ou par extension du designer, oui, cette analyse, ce designer qui a ses propres tâches et dont on ne sait pas quoi faire par rapport au sprint, a été posée sur le forum de Scrum Life. Ah oui, le forum de Scrum Life! C'est là où se retrouve toute la communauté pour partager et échanger, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Mais pas seulement, hein. C'est aussi un bon outil pour développer son réseau et dénicher des opportunités. Et bien sûr, c'est gratuit. Alors toi aussi, rejoins le forum de Scrum Life, inscris-toi gratuitement et en quelques secondes sur scrumlife.tv/communauté. Concernant le cas des tâches d'analyse en amont qui ne sont pas repris dans le board du sprint, c'est à la fois normal et problématique. C'est normal parce que on se focalise sur le sprint. Plus précisément, l'équipe se focalise sur le sprint goal. Alors oui, forcément, si ça ne fait pas partie du sprint, ça ne figure pas sur le tableau du sprint. Ce n'est pas dans le sprint backlog. Logique. Mais c'est aussi problématique parce que ce genre de travail, ça fait partie du cycle de l'équipe, ça fait partie des choses à faire, tout simplement. Et ce serait donc normal d'avoir de la visibilité dessus. Il faudrait donc visualiser ces tâches d'une façon ou d'une autre. Mais donc, dans un autre board, pas dans celui du sprint, si ça fait pas partie du sprint? Mais alors, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs boards, par exemple? Eh ben oui, on peut avoir plusieurs boards. Le management visuel d'une équipe, ça va bien au-delà de son board de sprint. Et c'est bien pour ça qu'on ne te recommande surtout pas de te limiter à un outil de gestion de projet ou de gestion de tickets pour animer une équipe. Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations à visualiser que juste ce board de sprint. Par exemple, les absences au sein de l'équipe, quand est-ce que les gens sont présents ou absents, faudrait le voir quelque part, le visualiser, et pareil, à côté de toutes ces autres choses. Ou encore, les process de l'équipe. C'est quoi les process de l'équipe? Là encore, il faudrait les tracer, les matérialiser et surtout les visualiser à côté du board de l'équipe. Autre exemple, la vision produit. Le travail qu'on fait en continu de réflexion, d'affinage de la vision produit. Là encore, où le mettre, ou le visualiser, à côté de ce board. Et là, c'est juste quelques exemples de tout ce qui fait l'écosystème de l'équipe, de tout ce qui gravite autour de l'équipe et qui devrait être visualisé, qui devrait faire partie du management visuel de l'équipe. Et donc, oui, même si ce n'est pas dans le tableau du sprint, malgré tout, tu dois le visualiser. Alors attention tout de même, hein. C'est ok de visualiser ces tâches en amont du sprint, mais surtout, et c'est très important, il faudrait essayer absolument de minimiser au maximum ce travail d'analyse en amont. Idéalement, il faudrait que le travail d'analyse ne soit fait qu'exceptionnellement en amont des sprints. Oui, parce que sinon, votre sprint double de temps en vrai au moins. Et oui, si vous faites des sprints de 2 semaines, mais qu'un sujet est d'abord traité en sprint 1 puis réalisé en sprint 2, alors le traitement de votre sujet a été un sprint de 4 semaines. Et encore, ça c'est si c'est juste dans le sprint d'avant qu'on fait ce travail préparatoire. Parfois, c'est même bien avant. Faire ces analyses en amont devrait être l'exception qui confirme la règle. Parfois, un sujet nécessite un cadrage important. Ça arrive. Mais ça devrait être exceptionnel plutôt que la règle par défaut. Ce qui voudrait dire que, d'une manière générale, par défaut, le travail d'analyse fait partie du sprint. Et si ça fait partie du sprint, alors bien entendu que ça apparaît sur le board du sprint, vu que c'est le sprint justement. Bon alors, là, tu te dis peut-être qu'on est juste en train de complètement esquiver la question. Avec l'idée que, justement, ce travail, il doit être fait en amont. Eh bien, c'est pas ce qu'on pense, nous, chez Scrum Life, et honnêtement, c'est pas ce que dit notre expérience.
dans les équipes qu'on a accompagnées et qu'on accompagne, on arrive à mettre en place un cadre où, sauf sujet exceptionnel qui nécessite un cadrage en avance de phase, mais c'est l'exception, un cadre où les sujets sont préparés au dernier moment raisonnable. Et pour la majorité des sujets, ce dernier moment raisonnable, eh bien, par exemple, si on est en Scrum, c'est le sprint planning. Et c'est pas une blague, hein, ça marche vraiment. On l'a vu, on l'a mis en place avec des équipes, ça marche. Et je confirme aussi, on a vu nos équipes fonctionner ainsi. On l'a fait dans des banques, dans des startups, on l'a même fait dans le milieu médical et donc à forte contrainte réglementaire. Potentiellement, ces équipes définissent alors des tâches d'exploration parce que dans ces équipes, le sprint ne contient pas que de la construction, pas que du delivery. D'ailleurs, dans Scrum, c'est expliqué, le sprint doit aussi servir à chercher, explorer, à faire de la discovery, comme on dit. Mais par contre, ça change quoi? Pourquoi est-ce qu'on te recommande de fonctionner ainsi? Bah oui, ce mode de fonctionnement est de fait plus exigeant pour les équipes. Bon, souvent, c'est aussi beaucoup plus épanouissant de ne pas juste être là à livrer, mais aussi devoir réfléchir, être acteur de la solution. Oui, et on te recommande de travailler ainsi parce que ça permet d'éviter de préparer des sujets et que finalement, tu feras jamais. Ou pire encore, les faire quand même alors que c'est plus la meilleure chose à faire. On en avait justement parlé dans une précédente vidéo à propos du biais des coûts irrécupérables. C'est un sujet tellement important et tellement pris à la légère. Concrètement, plus tu investis sur un sujet, plus ce sera difficile pour toi de le laisser tomber. Alors que pourtant, rationnellement, ça n'a aucun sens de continuer. Mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Dans la situation qu'on a décrite, les analystes, ils sont intégrés dans l'équipe. Et franchement, c'est super, hein, déjà, parce que quand on les intègre pas, ça va être compliqué de faire une équipe qui marche. Donc c'est super, on les intègre, mais est-ce qu'ils partagent les enjeux de l'équipe? Ce qu'on voit dans nos expériences, c'est que souvent, trop souvent, passer à l'agilité, ça veut dire qu'on va prendre des gens dans les différents silos de l'ancien orga et on va les mettre ensemble dans une équipe qu'on va qualifier d'agile. Alors encore une fois, faire ça, déjà, c'est bien, parce que clairement, ça va dans le bon sens. Et souvent, ça peut déjà générer de très belles choses. Ça améliore la communication, ça rapproche les différents métiers et expertises, etc. Mais, ce n'est pas suffisant. Ça suffit pas. Il faut aussi poser un cadre clair à cette équipe. Un cadre qui va favoriser, ou du moins qui va permettre, de créer une dynamique d'équipe. Et pas juste de reproduire les mêmes schémas du passé. Alors certes, les mêmes schémas avec moins de personnes et sur des itérations plus courtes, ça marche déjà mieux. Mais on voit bien qu'on est à une toute petite fraction de ce qu'on pourrait avoir comme gain. Alors voici un modèle qui est très connu, qui peut aider et dont on parle souvent sur la chaîne, Scrum. En Scrum, on a certes le Product Owner et le Scrum Master qui ont des focus spécifiques. Le Product Owner, il a un focus spécifique sur les dimensions produits et marketing de l'équipe. Et le Scrum Master, de son côté, il a aussi un focus spécifique, cette fois sur les dimensions organisationnelles et d'amélioration continue de l'équipe. Quant aux autres membres de l'équipe, les developers dans le sens développeurs de produits, on aime bien dire des experts. Eh bien, ces experts, vus de l'extérieur de l'équipe, ces experts, ils n'ont pas des casquettes différentes. Ce sont tous des developers au sens Scrum, ce sont tous des experts. Bon, et alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'au sein de l'équipe Scrum, il n'y a pas de sous-responsabilité. Toute l'équipe porte collectivement les enjeux de l'équipe. Et ça change tout. Cette notion de responsabilité collective, de responsabilité d'équipe, ça veut dire quoi concrètement? Et surtout, ça veut dire quoi dans le cadre de la question de cette vidéo? Tout d'abord, ça veut dire que les tâches d'analyse ne doivent pas être la chasse gardée des experts sur l'analyse. Ce sont des tâches d'équipe et donc la collaboration est de mise et s'apporter de l'aide entre experts est bienvenue. En fait, cette aide entre experts est même complètement souhaitée. Par exemple, lorsqu'une seule personne a une compétence donnée, c'est un véritable risque pour l'équipe et donc pour l'entreprise de ne pas diffuser cette connaissance ou cette compétence. Ensuite, en vue complémentaire,
les experts sur l'analyse ne doivent pas se limiter juste à faire des tâches d'analyse. Pour rester pertinents, ils doivent à minima s'intéresser au reste de la vie de l'équipe, idéalement donner des coups de main, etc. quand c'est nécessaire, quand c'est pertinent, que ce soit eux qui interviennent. Et justement, on parle bien de donner des coups de main, hein. Le but, ce n'est pas de faire à la place de l'équipe, mais bien de faire front avec l'équipe et idéalement d'être capable de faire face à une situation où l'expert d'un sujet donné est absent. Tout ça, ce sont des sujets qu'on a bien sûr déjà abordés sur la chaîne, au travers de la pluridisciplinarité de l'équipe Scrum, ainsi que sur la notion de T-shape skills. Allons encore plus dans le concret. Voici à quoi ça devrait ressembler en pratique, toujours selon le modèle Scrum. Par exemple, on verrait qu'en sprint planning, eh bien, on travaille ensemble, tous ensemble, on collabore réellement, comme une équipe. Plus concrètement, si on rentre un peu plus dans le détail, en sprint planning toujours, mais aussi par la suite dans le sprint, on va lister l'ensemble des tâches dans le board de l'équipe et l'ensemble des tâches pour toutes les compétences et toutes les expertises. La manière dont ça peut s'animer peut varier, il y a plein de manières différentes de le faire, mais un exemple dont on a déjà parlé sur la chaîne, qu'on a un peu détaillé, c'est le format de design review que nous avait partagé Mathieu Marchois, où justement on se retrouve pour co-construire, échanger, etc. C'est une vidéo à aller voir si justement vous n'avez pas du tout travaillé dans ce type d'environnement et que vous voulez voir à quoi ça peut ressembler. Toujours, à quoi ça ressemble en pratique? Eh bien, les différentes colonnes du tableau de l'équipe, elles ne spécifient pas qui travaille sur quoi. On ne segmente pas a priori le travail. Les éléments de travail sont dans un certain état. On ne préjuge pas de qui fera le travail. La responsabilité est collective. Et de la même manière, on ne préaffecte pas les tâches. Même si on peut tout à fait, en sprint planning, faire une projection du sprint pour aider l'équipe à juger de la pertinence de plan, de est-ce que c'est un bon plan. Mais à aucun moment, on pose déjà comme une contrainte que telle personne travaillera sur tel sujet. Si c'est le cas, si on n'a pas le choix, c'est forcément une personne donnée qui doit travailler sur quelque chose, alors c'est un risque à identifier clairement de la part de l'équipe. C'est sans aucun doute un risque majeur pour le sprint. Et dans cette situation, voilà justement à quoi pourrait ressembler le sprint planning. Ok, on a choisi notre sprint goal provisoire, définissons maintenant les éléments du sprint pour préparer le sprint et juger de notre niveau de confiance dans l'atteinte de ce sprint goal. Alors, pour qu'on atteigne le sprint goal, il va falloir qu'on pense à ouvrir les... Bah voilà, on a notre plan, ça me semble tenir la route. Je vous propose de faire un vote de confiance dans l'atteinte de ce sprint goal, ok? Allez, je vous rappelle un peu l'échelle. Un doigt, c'est mort. 2 doigts, ça passe mais avec beaucoup de chance. 3 doigts, ça va mais si tout se passe exactement comme prévu. 4 doigts, vous êtes confiant. Et enfin 5 doigts, c'est sûr et certain. C'est bon pour vous? Allez, on vote. À 3. 1, 2, 3. Ah, tout le monde a mis 3. Ça va le faire si tout se passe exactement comme prévu. Bon, c'est potentiellement un peu léger pour s'engager sur ce sprint goal, hein, parce que bon, on sait bien que ça se passe jamais vraiment comme prévu. Hein. Je vous rappelle la loi de Murphy. L'un d'entre vous veut-il élaborer un petit peu pourquoi on est à 3? Oui, notre plan là, sur le papier ça devrait le faire. Mais je m'inquiète pour la gestion des dépendances. Parce que ce truc, il n'y a que Alex qui le maîtrise. Donc si pour une raison ou pour une autre, Alex n'est pas là et peut pas le faire, on est mort. Donc, ça devrait le faire si tout se passe exactement comme prévu. C'est super gênant ça. On vient d'identifier un risque majeur pour l'atteinte du sprint goal et puis plus largement pour l'équipe. Est-ce que vous pensez qu'on peut éviter ce risque majeur d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ça justifie de changer de plan, voire de sprint goal? Ou est-ce que vous acceptez finalement peut-être de garder ce risque en tête pendant tout le sprint? Bon, dans tous les cas, est-ce qu'on peut pas, par exemple, faire ce travail en binôme, ou même avec toute l'équipe, pour éviter ce risque à l'avenir? Voilà, l'équipe, éventuellement accompagnée par le Scrum Master, identifie de tels risques, réfléchit à comment gérer ces risques, ainsi qu'à comment éviter ces risques à l'avenir. Autre élément de responsabilité collective, la Definition of Done, la DOD. Celle-ci engage toute l'équipe. Et ça, quels que soient les critères qui figurent dans la DOD.
on a des cases à cocher, des critères à s'assurer. On ne préjuge pas qui les a faits, on s'en fiche. Il faut juste que ce soit fait. Et encore une fois, c'est une responsabilité d'équipe. Il y a aussi l'atteinte du sprint goal, qui est plus important que de savoir qui a fait quoi dans l'équipe. De la même manière, la réussite du sprint goal, eh bien, c'est un succès d'équipe, c'est un succès pour l'ensemble de ses membres. Et à l'inverse, l'échec du sprint goal, ne pas avoir réussi à atteindre le sprint goal, eh bien, c'est un échec d'équipe. C'est un échec pour l'ensemble de ses membres. C'est pas l'un de ses membres qui s'est raté. Non, non, c'est responsabilité collective. Et comme on l'a vu précédemment, une compétence qui serait uniquement entre les mains d'une seule personne, eh bien, c'est vu comme un risque potentiel majeur. Et on devrait en parler régulièrement en rétrospective, jusqu'à ce que ça ne soit plus un risque. Toi aussi, viens poser tes questions sur le forum de Scrum Life. Clique ici pour le rejoindre ou alors va sur scrumlife.tv/communauté. On a évoqué la notion de pluridisciplinarité, une notion fondamentale des équipes agiles, et une des raisons d'être du Scrum Master, c'est justement de coacher l'équipe sur sa pluridisciplinarité. Alors clique ici pour bien maîtriser ce concept. Je te dis à très bientôt, vous êtes mes plus grands fans.